Alors, quelques notations de rappel déjà. Donc, comme d'habitude, je me restreins au cas des quadrangulations. Donc, quadrangulation à bord. Qu'est-ce que c'est qu'une quadrangulation à bord? C'est une carte planaire avec une face externe de périmètre arbitraire mais pair, qui est ici notée 2L. À l'intérieur, que des quadrangles. Donc, ce sont des quadrangulations à bord. L'arête racine est sur le bord de la quadrangulation, orientée telle que la face externe de périmètre 2L soit sur sa droite. On avait compté ces objets, on avait dit que quand L est fixe et N tend vers l'infini, c'est asymptotique à une constante qui dépend de L, N-5 demi-12 puissance N, avec le CL qui est explicite, une constante dont je me fiche, fois cette fonction h flèche de L, qui est explicite ici, et qui grossit grosso modo comme racine de L. On avait aussi calculé la fonction de partition WL, qui est juste, je somme sur toutes les quadrangulations de périmètre 2L avec le nombre de faces internes qui n'est pas fixé, N, mais je multiplie par 12 puissance N. C'était un nombre explicite et qui grossit quand L est grand comme 8 puissance L fois L puissance moins 5 demi. Je vous avais aussi, on avait passé la dernière fois à expliquer ce que c'était qu'une exploration de la carte, d'une carte sous-jacente avec un algorithme déterministe A. Donc je me donne un algorithme déterministe et je définis une chaîne déterministe de sous-cartes qui grossissent à l'intérieur de ma carte sous-jacente, qui l'explore pas après pas. Et de manière déterministe, comment on faisait, l'algorithme A me choisissait, dès que j'ai une sous-carte explorée EI, me choisissait une arête sur ce que j'avais appelé la partie active, qui est l'union de tous les bords de tous les trous. Ça, ce sont les trous en bleu. Voilà, je choisis une arête sur le bord des trous. Et une fois que je choisis cette arête, je révèle ce qui se passe dans la carte sous-jacente et on a vu qu'il y a deux types d'événements qui peuvent arriver. Premier événement, c'est je révèle une face, donc ici un quadrangle dans notre cas, une nouvelle face de la carte, donc ce qui fait que ce trou devient un trou maintenant de périmètre 2K plus 1, c'était 2K avant. Ou alors, il se peut que en épluchant cette arête, en fait, je constate que cette arête est en fait associée ou doit être collée dans la carte avec une arête du bord du même trou, séparant ainsi le trou sur lequel j'étais en train d'éplucher l'arête en deux trous de taille 2K1, 2K2, avec forcément les relations de compatibilité K1 plus K2 plus 1 qui fait L étant K. Voilà, donc ça c'était les deux types d'événements qui peuvent arriver. Je vous rappelle qu'on peut avoir K1 et même K2 qui valent 0. C'est quoi une carte de périmètre 0? C'est juste un sommet. Voilà, et donc le théorème, enfin théorème, c'est quasiment une observation. L'observation clé, c'était que si on se place sous la mesure de Boltzmann que j'avais notée PL, donc la mesure de Boltzmann, je vous rappelle, c'est juste, on tire une quadrangulation avec périmètre 2L et n faces internes avec un poids qui est proportionnel à 12 puissance moins n et on renormalise par cette fonction de partition. Donc si on se place sous cette mesure de proba, donc la carte sous-jacente M est aléatoire, alors, et pour un algorithme A fixe, alors, eh bien, cette exploration, EI, est une chaîne de Markov. Et dont on connaît explicitement les probas de transition. Et les probas de transition sont juste données par les probabilités d'avoir, donc, je vous rappelle, hein, quand j'ai EI qui, EN qui est fixé, ou EI ici, une fois que l'algorithme me donne de manière déterministe l'arête à éplucher, j'ai juste ces deux transitions qui sont possibles. Et donc, j'ai juste à vous donner les probabilités d'avoir cette transition-là et d'avoir cette transition-là. Et alors, je le résume ici. La transition C arrive avec probabilité qui est W 2K plus 1
pardon, avec mes notations, c'était K plus 1 sur WK. Et la transition G, K1, K2 arrive avec proba W, K1, W, K2 sur WK. Voilà. Donc ça me spécifiait complètement la loi de cet objet-là. Ok, on avait fait quelques remarques, je reviendrai dessus quand la taille du trou sur lequel on est en train d'éplucher l'arête est grand, quand K tend vers l'infini. On avait une marche aléatoire qui arrivait, je vais revenir dessus. Et le théorème qu'on voulait démontrer la dernière fois, j'avais commencé à l'expliquer. Le théorème, c'est on a la convergence en loi. Si je tire une carte Boltzmann de périmètre L, quand L devient grand, eh bien, j'ai une convergence faible de ces mesures de proba vers une mesure de proba que je note P infini, qui est supportée par les quadrangulations infinies du demi-plan. Donc j'avais défini ce que c'était que ces objets-là, et grosso modo, gardez en tête que c'est une quadrangulation avec un bord, je ne sais pas moi, un truc comme ça, etc. Hop. Il y a un bord infini, une face infinie, et à l'intérieur, ici, je n'ai que des quadrangles. Pof, 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 pof. Voilà, etc. Et juste pour garder mon code couleur, la face externe, ici, c'est une face infinie. Et là, ça continue à l'intérieur. Et l'arête racine est sur le bord, je ne sais pas moi, par exemple ici. OK? Voilà, c'était ce théorème qu'on voulait démontrer. Et alors, pour démontrer ce théorème, on avait commencé par faire quelques remarques sur les transitions dans le peeling process, dans le processus d'épluchage ici. Ces transitions, quand K sont très grands, quand K est très grand, je vous les rappelle, WK plus 1 sur WK, quand K est très grand, hop, vous pouvez regarder ici, ça va converger vers, et là je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Quelqu'un voit la bêtise? Pardon? Il y a un QK, donc ici c'était 1/12e. Parce que j'ai une face qui arrive, il faut bien que je la compte. Donc, tac, ça tend vers 8/12e de tir. Voilà, et si, disons, alors je vais l'écrire comme ça, si je fixe un petit K1 et l'autre forcément c'est K moins K1 moins plus ou moins 1, voilà, sur WK, quand K tend vers plus l'infini, donc le K1 est fixe, quand K tend vers plus l'infini, vers quoi ça tend ce truc-là? Eh bien, ça tend vers WK1 fois, ici, le ratio des deux, c'est le 8, donc c'est 8 puissance moins K1 moins 1. Voilà. Et je vous avais dit, c'est un fait. En fait, c'est plus profond que ça, mais le fait, c'est que ces limites forment une proba de transition au sens où, si je prends 2 tiers et que je somme 2 fois ces transitions-là, 8 moins K1 moins 1 W K1 sur tous les K1 qui sont positifs, eh bien, je tombe sur 1. Pourquoi ici j'ai besoin de sommer 2 fois? Parce que je considère les transitions. Hop, pourquoi je somme 2 fois? Ici, parce que voilà, je peux considérer que j'ai un petit périmètre ici, 2K moins K1 moins 1, avec l'arête à éplucher, toujours avec mes notations en rouge, mais j'ai le cas symétrique où je sépare une petite partie sur la droite et une grosse partie sur la gauche.
pour ça que je prenais ces trucs-là. OK. Donc, qu'est-ce que ça dit, en gros, ces petits calculs-là? Ça dit que les probabilités de transition pour le processus d'épluchage, quand je me mets sur un trou qui est très grand, elles convergent. OK. Donc, l'idée pour prouver ce théorème, c'est... on avait discuté déjà l'algorithme A métrique. Hein. Je vous l'avais introduit la semaine dernière. A métrique. C'était quoi l'algorithme A métrique? Quand vous avez une sous-carte explorée, eh bien, je vais faire un dessin. Hop, vous avez votre carte explorée, la racine est là. Vous avez un certain nombre de trous, peut-être la face externe là aussi c'est un trou. Hop. Et quelle est l'arête que vous allez choisir? Vous allez choisir une arête telle que le sommet incident, j'avais dit sur la gauche, soit à distance minimale de l'origine de l'arête racine. D'accord? S'il y a plusieurs choix possibles, eh bien, vous en choisissez un de manière déterministe. OK. Et voilà, je vous avais introduit cet algorithme-là. Et je vous avais dit, bon, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était de regarder sous PL la chaîne de Markov EI avec l'algo amétrique. Donc en gros, cet algorithme, il vous explore localement ce qui se passe autour de l'arête racine, parce que vous allez regarder d'abord les sommets les plus proches, et après seulement vous allez passer au sommet suivant. Et intuitivement, on voulait dire bien que cette chaîne de Markov, donc qui dépend de L, ce n'est pas explicite ici, mais ça dépend de L parce que c'est ici, eh bien on voulait dire en gros que ça converge en loi, quand L tend vers plus l'infini, vers un truc que je vais appeler EI, vers une nouvelle chaîne de Markov limite. Et je vous ai dit que ça, c'est complètement faux, pour une raison idiote. La raison idiote, c'est que sous PL, la chaîne de Markov ici, elle commence par E0, E0 qui est juste un 2L gone avec l'arête racine ici et un unique trou de taille 2L. Donc ça ne peut pas converger parce que quand elle bouge, ce machin bouge. Alors je vous avais dit de réfléchir à ça, comment on pouvait contourner ça. Alors soit vous avez lu les lecture notes, soit vous n'avez pas réfléchi, c'est ça? Oui? Il y a déjà remarqué que le 2L gone, dans la topologie, en partant de l'arête racine, il converge vers la face infinie. Oui. Alors comment, justement, c'est ça la question, comment on pourrait... Il converge simplement ce qu'on avait dit, c'est on prend les... Oui, non, mais ça c'est vrai, mais justement, comment on va faire pour... En gros, lui ne converge pas au sens sous-carte vers la fin infinie. Ça ne converge pas au sens sous-carte vers ça. Et donc l'autre solution, c'est Oui. qu'on transforme en... plutôt que de prendre notre graphe comme ça, Ouais. on imagine que c'est un 2L gone et on lui rajoute une queue à l'opposé de... Vous avez lu les lecture notes? Non? Bon. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit la... Mais ok, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ce qu'on va dire, c'est imaginer que 2L est super grand. 1 milliard. Votre algorithme là, amétrique, donc vous avez un truc qui est super grand. Votre algorithme, il vous dit, bon bah voilà, vous allez me choisir l'arête qui est la plus proche de l'origine et vous allez la révéler. Donc au début, vous allez choisir l'arête racine. Il va se passer un des deux événements C ou GK1, K2. Imaginons que c'est un événement C, comme ça. Pour avoir ça, pour avoir ces probas de transition, en fait, vous n'avez pas besoin de connaître L. Si L est super, super grand, les probas de transition pour avoir cet événement-là ou cet événement que je vais faire comme ça, hop, et sont symétriques. Sont symétriques, c'est quand la petite bulle est là. Là, c'est grand. Là, c'est petit. C'est une petite bulle.
pour avoir les asymptotiques de ces probas-là, quand L est super grand, c'est donné par les trucs qui sont là-bas sur ce tableau. Alors ce qu'on va dire, c'est qu'on va supposer que notre algorithme avec lequel on fait notre épluchage est local. Qu'est-ce que je veux dire par local? Je veux juste dire que l'algorithme là, pour sélectionner l'arête racine, au début, il ne dépend pas de L. Si je vous donne ici une carte de périmètre 3 milliards, ça va vous sélectionner cette arête-là. Si je vous donne une carte de périmètre 3 milliards plus 2, ça va toujours sélectionner cette arête-là. Ça ne dépend pas de L quand elle est grand. C'est ça que je veux dire local. Ce que je prétends, c'est que quand cet algorithme est local, ce que vous pouvez faire, vous pouvez imaginer que vous allez couper ici et vous allez regarder que ce qui se passe localement. Votre L est très très grand, vous allez couper et vous allez déplier votre carte. Et en fait, ce qui va se passer, alors ce que je vais noter là, la carte dépliée, dans le lecture note, je l'appelle E0 tilde. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai un trou avec un périmètre super super grand, hop, je déplie ce trou super super grand. OK? Alors voyons voir ce qui peut se passer. Alors imaginons qu'on démarre au début avec notre périmètre super grand mais qu'on a déplié. Et je vous fais quelques pas juste que vous voyez ce qui se passe. Voilà, je suis en train de révéler l'arête racine. Imaginons que je découvre un truc comme ça. Après, qu'est-ce qui me dit mon algorithme métrique? Mais prenons n'importe quel algorithme local. Imaginons que je fais le peeling de cette arête-là et je découvre quelque chose comme ça. Après, je fais le peeling de cette arête-là. Je découvre que cette arête est collée avec celle-ci, me séparant avec une bulle ici de périmètre 0 et une grande bulle là. Après, je ne sais pas, moi, peut-être que je fais le peeling de cette arête ici et je découvre quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas, peut-être qu'un peu plus tard, je vais faire le peeling de cette arête-là et je découvre qu'elle est collée ici, me séparant ici une petite bulle. Vous voyez que quand je fais ces transitions-là, et si je démarre avec un périmètre gigantesque au tout début, au bout de quelques pas, j'ai toujours un trou. Alors peut-être que j'ai plusieurs trous, hein. Ça c'est peut-être un autre trou, mais ici j'ai un trou qui est gigantesque et qui le reste. Pourquoi? Grâce aux probas de transition qu'on voit là-bas. Parce qu'on voit que quand on démarre d'un trou gigantesque, les choses qui peuvent se passer, c'est soit je découvre un événement C, je mets une face à l'intérieur de mon immense trou, soit je coupe mon trou en deux. Mais quand je le coupe en deux, il y a une partie qui reste immense et une partie qui est petite. Donc, si je démarre d'un immense trou, au bout de quelques pas, j'aurai toujours un immense trou. Voilà. Et bien là, ce sera quoi ma carte EI tilde? Eh bien, c'est juste la carte ici en oubliant le périmètre de ce trou gigantesque, c'est-à-dire que j'imagine en fait que je suis déjà sur une carte du demi-plan en voyant quelque chose de ce style-là. Donc, hop, mon arête racine est là. J'imagine que ce sont des cartes avec les mêmes trous, sauf que le trou gigantesque, ici le grand trou, a été transformé en un trou infini. D'accord? Et je dis que mon algorithme est local si la future arête à éplucher, en fait, dépend de cette information-là, et pas de l'information qu'il y a ici, parce que l'information qu'il y a ici, il y a en plus la donnée de L. Peut-être pour vous convaincre un peu plus, est-ce que vous avez un exemple d'algorithme qui n'est pas local? Je vais vous en donner un algorithme qui ne serait pas local. Ce serait, je démarre de mon 2L gone et je fais celle qui est à l'opposé, par exemple. Celle qui est à distance L de ma racine. Ça, ce n'est pas du tout local parce que j'ai dû regarder mon 2L gone et j'ai dit « Ah oui, c'est un 2L gone, je vais aller à distance L le long du bord pour éplucher cette arête-là. » Ça, ce n'est pas du tout local parce que j'ai eu besoin de l'information de L. Mais vous pouvez vous convaincre assez facilement que cet algorithme A métrique, lui, il est local. Parce que les arêtes que j'épluche sont les arêtes les plus proches dans la carte que j'ai découverte
Et donc, les arêtes les plus proches, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans mon trou immense pour voir ces arêtes les plus proches. OK. Faire ça formellement, c'est une gageure, donc je ne le fais pas, mais je vous écris quand même un énoncé un peu plus précis. L'énoncé un peu plus précis, c'est que si vous démarrez il faudra vraiment dire d'investir dans des effaceurs dignes de ce nom. Alors, l'énoncé formel, c'est que vous supposez que A de EI ne dépend que de EI tilde. EI tilde, c'est la carte déployée quand le trou immense a été transformé en un trou infini. Et alors, dans ce cas, sous PL, si vous regardez la chaîne de Markov EI tilde, c'est encore une chaîne de Markov, eh bien, elle va converger en loi, quand L tend vers plus l'infini, vers un processus limite que je vais noter grand EI tilde. Si je vous demandais de me décrire ce processus-là, ben c'est facile en fait. Pourquoi c'est facile? Parce que vous savez ce que c'est que E0. E0 tilde, c'est quoi? C'est une carte infinie avec une arête racine, un trou infini sur la gauche et une face infinie racine sur la droite. Après, vous avez votre algorithme A qui va vous dire quelle est l'arête que vous allez éplucher dans E tilde 0. Hop, ça va vous sélectionner une arête. Je ne sais pas, disons l'arête racine, ou tiens, disons, oui, l'arête racine. Hop. Et après, vous allez avoir deux cas de figure. Soit vous allez avoir un événement de type C, soit vous allez avoir un événement de type G, K1, K2. À votre avis, quelles vont être les transitions pour l'événement de type C, l'événement de type G, K1, K2? Ben, c'est juste les trucs qui sont limites là. D'accord? Donc ça, l'événement de type C arrive avec proba 2 tiers, et l'événement de type G, K1, K2 arrive avec proba 8 moins K1. Pardon, le G, K1, K2, c'est faux ce que je suis en train de dire, parce que dans l'un des deux, il y en a un qui doit être infini, parce que j'ai un trou infini que je split, que je décompose en un trou fini et un trou infini. Donc c'est un GK infini ou G infini K1. Et cela arrive avec probabilité 8 puissance moins K1, W K1. OK? Et de manière générale, ça c'était pour la première étape, de manière générale, ça c'est une chaîne de Markov, et ces transitions sont données par, imaginez que je vous donne la carte au bout d'un certain moment, alors je ne sais pas moi, c'est un truc comme ça. Il y a un certain nombre de trous, il y a toujours un trou qui est infini, les autres trous sont finis. Vous avez votre algorithme qui est local, qui vous donne la prochaine arête à éplucher juste en donnant cette information. Et là, vous avez deux cas de figure. Soit l'arête à éplucher est sur le trou infini. Si c'est sur le trou infini, les probas de transition sont donnés par donc, les événements C et les événements GK infini, G infini K1, donnés par les mêmes choses. Donc ici, c'est proba 2 tiers et proba 8 moins K1 moins 1 W K1. Deuxième cas de figure, l'arête à éplucher se trouve sur un trou fini, de périmètre fini, et dans ce cas, les probas de transition sont celles qu'on a décrites la dernière fois, que j'ai malencontreusement effacées. Donc, vous les connaissez, hein, c'est W. Je les vois plus. Le 1/12 de WK1. Oui, d'accord. Alors, je vais les appeler les probas transition Boltzmann fini. Proba de transition Boltzmann fini. Boltzmann fini. D'accord? Et ça, je vais les appeler les probas de transition
d'un trou infini. OK? Donc si vous croyez à ça, c'est tout bête, hein, franchement, là, prouver ça, c'est juste utiliser la convergence de mes probas de transition sous Boltzmann. Revenons à ce théorème. Si on veut prouver ce théorème, on va utiliser cette proposition avec l'algorithme A, qui est l'algorithme A métrique, qui est bien local, au sens donné dans l'énoncé. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, avec A métrique, on a les convergences des cartes explorées transformées en cartes du demi-plan vers la chaîne de Markov qui est décrite ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? On a envie de dire qu'on a choisi notre algorithme A métrique de telle façon à ce que ces cartes explorées les unes après les autres nous décrivent la structure locale autour de ma carte sous cette mesure-là. D'accord ? OK ? Donc, à votre avis, comment on va définir la mesure de proba ici ? Parce que pour montrer cette convergence, il faut déjà que je la définisse. Ça va être donné par quoi ? Eh bien, ça va juste être donné par cette chaîne de Markov-là. C'est cette chaîne de Markov-là qui va me créer la carte sous-jacente ici. De manière plus précise, je prétends que si je regarde la chaîne de Markov EI tilde, grand EI tilde, donc la chaîne grand EI tilde sous l'algorithme A métrique me définit une quadrangulation du demi-plan. Pourquoi ? Intuitivement, ce que j'ai envie de dire, j'ai juste envie de dire, prenez cet algorithme, faites-le tourner ad vitam aeternam, vous avez une suite de cartes grandissantes, parce qu'elles sont bien incluses les unes dans les autres, au sens des sous-cartes que j'ai définies il y a 2 semaines, et vous avez envie de dire, eh bien, ça me forme une carte infinie. C'est pas tout à fait trivial. C'est pas tout à fait trivial. Réfléchissons un petit peu. Comment ça va fonctionner, ce truc ? Bon, refaisons les quelques premiers pas. Vous démarrez d'un demi-plan. Vous épluchez l'arête racine. Imaginez, vous épluchez un truc comme ça. Après, vous allez, par exemple, éplucher cette arête-là. Et puis, disons, je ne sais pas, au bout de quelques pas, vous avez un truc qui ressemble à ça. Ça, c'est votre arête racine. Et vous avez un certain nombre de trous. Et vous avez la face infinie. Et vous allez continuer à éplucher, etc., etc. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que cette union ne soit pas une carte du demi-plan ? Ce qui pourrait se passer, en fait, le seul problème, c'est que il se pourrait qu'il y ait un sommet sur le bord de votre carte. Vous continuez votre exploration, vous allez par exemple éplucher cette arête-là. Très bien, vous allez découvrir un petit truc comme ça. OK. Vous continuez votre exploration, peut-être que vous allez choisir l'arête là maintenant avec le algorithme amétrique et que vous allez transformer ce trou en 2 autres petits trous. OK. Et vous continuez votre exploration, peut-être même vous allez choisir l'arête adjacente à ce mec-là et vous allez découvrir un truc comme ça, etc., etc. Mais il se peut que ce sommet reste exposé. Exposé, je veux dire qu'il reste sur le bord de votre carte explorée EI, ad vitam aeternam. Si c'est le cas,
Si c'est le cas, ben, vous n'allez pas pouvoir créer, avec l'union de ces EI tilde, une carte qui va recouvrir tout le demi-plan. Parce que vous ne saurez jamais ce qu'il y a là. Ça restera dans un trou. En gros, pour avoir une carte du demi-plan, il faut que localement, le bleu, tout ce qui est en bleu, s'en aille à l'infini. Zut alors. Zut. Donc le problème, c'est qu'un sommet, de manière informelle, il faut que le bleu s'en aille à l'infini, donc il faut que tout sommet à distance finie de l'origine, à partir d'un certain moment, n'ait plus de bleu à côté de lui. Alors si vous réfléchissez 5 minutes à ça, vous voyez que l'algorithme A métrique a été fait pour qu'on choisisse d'éplucher les sommets qui sont d'abord les plus proches. D'accord ? Donc, si vous avez un sommet qui reste exposé comme ça, choisissez un tel sommet de distance minimale à l'origine. Donc, vous allez supposer, par exemple, que celui-ci, il reste exposé et il est de distance minimale à l'origine. Après, vous réfléchissez 2 minutes et vous pouvez même supposer qu'un tel sommet, il va être choisi par l'algorithme. Qu'est-ce que je veux dire choisi? Ça veut dire que l'arête à éplucher va être l'arête adjacente à sa droite pour une infinité de pas de peeling. C'est un petit raisonnement de combinatoire tout bête. Donc si vous avez un sommet exposé, la seule façon, en tout cas si vous avez un sommet exposé avec les propriétés que j'ai demandées, la seule façon c'est que pendant tous les pas de peeling qui vont avoir lieu juste à côté de lui, il ne faut jamais qu'il y ait l'événement suivant. Imaginez, ça c'est votre sommet, ça c'est votre frontière à explorer. Imaginez vous êtes en train d'éplucher cette arête-là. Si vous avez un événement du type G0 infini, G0 infini, j'ai mis infini parce que là j'étais sur la frontière infinie. Qu'est-ce que c'est un événement de type G0 infini? L'événement de type G0 infini, ça vous transforme ça en ça. Ça, c'est votre arête que vous êtes en train d'éplucher. Là, vous avez un truc de taille 0. Et ici, vous avez la frontière qui est repoussée. Hein? L'événement de type G0 infini, c'est juste, je recolle ces deux arêtes ensemble. Donc là, hop, j'ai un sommet. Vous voyez exactement qu'un événement de type G0 infini, ça vous transforme ce sommet exposé qui est sur la partie active, sur le bleu, en un sommet qui est intérieur, qui n'est plus sur la partie active. D'accord? Donc il suffit que, quand j'ai un sommet exposé, si je suis en train d'éplucher l'arête qui est juste sur sa droite, si je tombe sur un événement de type G0 infini, hop, je suis sûr que le coup d'après, lui ne sera plus un sommet exposé. Mais ça arrive avec quelle probabilité? G0 infini, ça arrive avec proba machin. J'ai tout cassé. Vous m'entendez encore? Je repayerai. Vous m'entendez encore? Bon. Donc je ne payerai pas. Ça arrive, donc, disais-je, avec proba qui est... elle n'est plus là. Bon, bref, c'est un nombre. C'est un nombre. Un nombre qui est strictement positif, qui ne vaut pas 0. Mais vous pourriez me dire, ah oui, mais là, vous avez fait facile parce que vous avez supposé que votre sommet qui n'est jamais avalé était sur la partie infinie. Il se pourrait que j'ai un sommet qui ne soit jamais avalé sur une partie finie. Mais dans ce cas, je fais le même raisonnement. Je dis, si je suis en train d'éplucher l'arête qui est juste sur sa droite, dès que j'ai un événement de type G0K, eh bien, ce sommet va être avalé. Il va être un sommet interne au coup d'après. Et ça, les événements de type G0K, ça arrive aussi avec une certaine proba qui est W0, WK sur WK plus 1. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous faites l'infimum de ces probas sur tous les cas, eh bien, ça reste strictement positif. Pourquoi? Parce que quand K est grand,
ça converge vers ce nombre-là. Et pour tous les cas fixes, c'est un truc strictement positif. Donc l'infimum est strictement positif. D'accord? Donc, je suis en train de résumer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour n'importe quel sommet sur le bord, dès que j'épluche l'arête qui est juste sur sa droite, il y a une probabilité bornée inférieurement et bornée loin de 0, telle que, au coup d'après, ce sommet soit avalé. Hop, vous mettez ça dans la machine, vous tournez un petit peu la manivelle, et vous en déduisez que ce n'est pas possible qu'un sommet reste exposé pour toujours. En d'autres termes, si vous prenez n'importe quel sommet sur le bord, il y a un moment où il va devenir un sommet interne. Donc ce que je suis exactement en train de vous dire, c'est que si vous regardez toute cette frontière bleue, vous regardez tous les sommets là sur le bord, il y a un moment où la frontière bleue va s'en aller. D'accord? Donc la frontière bleue va partir à distance arbitrairement grande de l'origine de l'arête racine, et donc, je ne vous fais pas tous les détails, mais donc ça vous dit bien que cette chose-là, EI tilde, définit une carte du demi-plan. Oui? Un argument qui me semble assez important et qui est assez rapide, c'est aussi de remarquer qu'on ne crée pas de sommet à distance minimale. Parce que si on prend un point exposé qui est à distance minimale Oui. de la racine, Oui. si on a un événement C, ça crée des points qui sont strictement plus loin Oui. de la racine. Et les recollements. Ça, je vais l'utiliser après. En fait, là, je pense qu'on pourrait même faire cet argument-là avec... j'ai juste utilisé amétrique. Le fait que j'utilise amétrique, ça me dit que je peux choisir un point tel qu'il y a une infinité... si j'ai un point exposé, je peux en choisir un tel qu'il y a une infinité de pas de pinning qui arrivent sur la droite. Le truc que vous êtes en train de raconter, je vais l'utiliser juste après. Mais on va y revenir, Oui, j'avance, s'il vous plaît, j'avance. Alors, donc à partir de là, je définis cette carte aléatoire du demi-plan, ça me définit une loi. Eh bien, 2 points égale, sa loi, c'est P infini. Hein? C'est la définition. Maintenant, il faut que je prouve ce que j'ai là-haut. Et là, j'utilise ce que vous dites. Pourquoi? Parce que... Alors, rappelez-vous, c'est quoi la topologie locale? Ce qu'il faut que je montre, pour avoir la convergence au sens de la topologie locale, il faut que je montre la convergence des boules. Alors, rappelez-vous de la notation MR. MR, donc quand j'ai une carte, MR, c'est l'ensemble des sommets et des arêtes qui sont à distance moins que R de l'origine de l'arête racine. D'accord? Donc ce que je veux, c'est convergence de MR sous cette proba-là vers MR sous cette proba-là. C'est ça mon but. Si j'arrive à voir que pour tout R, cette carte converge vers cette carte en loi, j'ai gagné. Maintenant, ce que je dis, ça c'est mon but. Hein. Maintenant, ce que je sais, c'est que j'ai les convergences des EI tilde. Ça, je sais. J'ai convergence des EI tilde vers les grands EI tilde. Les grands EI tilde me définissent le P infini et les petits EI tilde sont définis à partir du PL. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce MR là, je peux le lire là-dedans. Comment je peux le lire? Eh bien, je définis θr, c'est le plus petit i, tel que, je le fais graphiquement, tel que dans votre carte
EI exploré, je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est votre carte EI tilde explorée. Vous avez votre arête racine, vous avez des trous. Hop. Eh bien, c'est le plus petit i tel que toutes les distances de tous les sommets sur la frontière active. Je vous rappelle ma notation pour l'origine de l'arête racine, c'est ρ. Eh bien, je veux que la distance entre ρ et tous les points jaunes soit plus grande que r. C'est le premier instant où, quand je fais le peeling avec l'algorithme A métrique, tous les sommets qui sont sur ma frontière active sont à distance au moins r. Ce qui devrait être clair, et je vous le laisse en exercice, c'est que si je vous donne E θ r tilde, je vous donne l'exploration au temps θr, alors vous me retrouvez la carte MR. La carte MR est une fonction mesurable de l'exploration au temps θr. D'accord ? Ça devrait être clair parce que là, en gros, je vous donne toute l'information qui est à distance moins que r. Et là, j'utilise votre remarque pour dire que tout ce qu'il y a dans les trous, c'est forcément à distance plus grande que r. D'accord ? Donc, je sais ça, je veux ça, et donc il me suffit de voir ou de montrer que, eh bien, j'ai E θr tilde sous ma proba PL qui tend en loi vers, avec une notation évidente, grand E θr. Grand E θr, c'est pareil, l'exploration grand E que j'ai arrêtée au premier instant où tous les sommets sur la frontière active sont à distance plus grande que r. Et je prétends que ça, c'est une bête conséquence de ça. Pourquoi ? Esprit, es-tu là ? Pourquoi ? Ça, c'est une convergence finidimensionnelle pour les n premières valeurs d'une chaîne de Markov, et je veux avoir la convergence d'une chaîne de Markov arrêtée à un stopping time. Ça, c'est un stopping time, un temps d'arrêt. Quand est-ce que ça va être vrai ? Ça va être vrai si mes stopping time, ils ne sont pas trop grands, s'ils ne s'en vont pas vers l'infini, s'ils sont tendus. Et en fait, ça va être vrai dès que la limite de mes stopping time, ici, dès que ça, c'est fini avec probabilité 1. Donc ce que je dis, c'est que j'abuse un petit peu de notation, mais je dis que sous P infini, ici, j'ai θr qui est fini. Qu'est-ce que c'est ce lemme ? C'est exactement ce que je vous ai fait ici. Je vous ai dit que la frontière bleue s'en allait à l'infini. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quand je fais mon algorithme ici avec les grands EI tilde, je vais avoir un moment où tous mes sommets vont être à distance plus grande que r. Donc je suis en train exactement de vous dire que θr est fini. D'accord ? Donc mes petits θr sous PL vont converger vers le grand θr qui est ici, qui est presque sûrement fini. Et donc ça, c'est une bête conséquence de la convergence étoile. Et paf pastèque. Je récapitule. Toute cette preuve, ça dit grosso modo que j'ai la convergence des processus de peeling sous petit pl vers une certaine chaîne de Markov, que j'ai noté grand EI tilde. Je vérifie que cette chaîne de Markov, grand EI tilde, quand je la fais tourner avec l'algorithme A métrique, ça me définit une carte du demi-plan. Et après, je vérifie la convergence. OK ? Bon, ça démontre le théorème. Ça démontre le théorème. Et c'est une preuve très générale, en fait. Ça marche dans quasiment tous les cas. Hein. Là, je n'ai jamais utilisé les triangulations. Et si vous regardez,
J'ai utilisé vraiment très peu de choses sur les formules énumératrices là. Alors, il y a un truc qui n'est pas clair tout de même. Très bien, j'ai cette loi P infinie qui est la limite de mes quadrangulations avec un périmètre 2L. Mais maintenant, ce que je peux me dire, c'est que je me mets sous cette loi P infinie et je fais un processus de peeling. Je fais un processus d'exploration, d'épluchage. Quelle va être la loi de la suite, de ma suite d'exploration? Alors, je me mets sous P infini, dm, je choisis un algorithme A, algorithme d'épluchage. Je crée ma suite d'exploration. Donc lui, ce sera quoi? Lui, ce sera juste un 2L gone avec L égale infini. Eh bien, tout comme dans le cas Boltzmann, cette chaîne EI est une chaîne de Markov. Et pour vous spécifier ces probabilités de transition, j'ai juste à vous dire quelles vont être les probas de transition une fois que j'ai choisi l'arête à éplucher. Eh bien, vous devriez commencer à deviner ce qui va se passer. Il va y avoir deux cas de figure. Soit l'arête à éplucher est sur l'unique trou qui est infini, soit l'arête à éplucher est sur un trou de taille finie, de périmètre fini. Dans ce cas-là, j'ai les probas de transition d'un trou infini. Et dans ce cas-là, j'ai les probas de transition d'un trou fini, d'un proba de transition Boltzmann fini. Alors là, vous pourriez me dire, et ce serait légitime, mais vous nous avez un petit peu escroqué, c'est le cas, parce que dans ce théorème, j'ai dit la quadrangulation est supportée par les cartes infinies du demi-plan. C'est quoi les cartes infinies du demi-plan? Vous vous rappelez, ça a un bout et ça a une face infinie. Le fait que ça ait une face infinie, c'est une seule, c'est complètement clair. Le fait que ça ait qu'un seul bout, c'est un peu moins clair. Parce qu'il se pourrait que... Alors pourquoi ce n'est pas le cas, vous allez me dire? Je vais vous poser la question. Quand je fais cet algorithme E tilde et que je crée mes cartes avec des trous, hop, j'ai un trou qui reste infini tout le temps, mais j'ai des trous finis. Mais personne ne m'a dit que ces trous finis, quand je continue à faire le pinning à l'intérieur, il se peut qu'ils ne disparaissent jamais et qu'il y ait une infinité de sommets qui vont se retrouver à l'intérieur ici. Donc il se pourrait que j'ai un bout qui est ici et un bout qui est dans un des trous finis. Pourquoi ce n'est pas le cas? Oui? Alors ça, c'était dans Boltzmann. Mais vous n'êtes pas loin. Voilà. Là, par définition de cette chaîne de Markov ici, quand vous êtes dans un trou fini, vous avez les mêmes probas de transition que si vous étiez dans un trou fini Boltzmann. Et la semaine dernière, on a vu que Boltzmann, c'était une carte finie. Donc dans tous les trous là, c'est comme si vous mettiez une carte de Boltzmann de périmètre idoine. Et donc ça va être fini. Donc dans tous les trous ici, il y a un nombre fini de sommets de la carte limite. Okay? Donc ça n'a vraiment qu'un seul bout. Comment on peut prouver cette proposition? Il y a au moins deux façons de faire. Première façon, c'est de dire, bon bah, imaginez que je prends cet algorithme d'épluchage et que je le fasse tourner dans le cas fini.
et on se dit, oui, d'accord, j'ai les limites des probas de transition, ça devrait marcher. Ça, c'est un petit peu dangereux parce que peut-être que votre algorithme, il est un petit peu badly behaved. Donc, il faut prendre des algorithmes locaux pour faire ça, etc. Mais comment? J'ai dit badly behaved. C'était un petit peu d'anglicisme. Je voulais dire que peut-être que l'algorithme A que vous allez choisir, si vous voulez faire une preuve de cette proposition en passant par le fini, il faut que l'algorithme A soit local, au sens où j'ai dit tout à l'heure que ça ne dépend pas de L, en fait. Mais en fait, il y a plus simple. Il y a beaucoup plus simple, et c'est la preuve que j'ai faite la semaine dernière pour le cas Boltzmann. Comment je vous avais prouvé la proposition similaire dans le cas Boltzmann? Je vous avais dit, eh bien, l'idée c'est de le faire pour le premier pas, et après ça marche tout seul. Eh bien là, on fait pareil. On se dit, sous P infini, on prend l'arête racine, disons, et on épluche une arête. Et ben là, il y a deux cas de figure. Soit vous avez découvert une face, soit vous avez découvert une bulle. D'accord? Comme maintenant vous savez que ce machin-là est la limite des PL, vous savez explicitement écrire quelle est la probabilité de voir ça et la probabilité de voir ça, comme des limites. Donc vous vérifiez que les probas de transition marchent au premier coup, c'est tout bête. Donc on avait fait ça la semaine dernière, on avait dit, bon, bah, effectivement, la proba de voir ça, c'est 2 tiers, et la proba de voir ça, c'est 8 puissance moins k moins 1 WK, où là, il y a 2K. Mais la semaine dernière, on avait dit un truc supplémentaire. On avait dit qu'une fois que j'ai fait mon premier pas de peeling dans le Boltzmann, les trous que j'ai créés sont indépendants et remplis par des cartes de Boltzmann. Et bien là, on dit la même chose. On dit conditionnellement à cet événement, la carte qui est ici, que je vais mettre en jaune, la carte M en jaune, eh bien, elle est distribuée comme P infini. C'est très facile à voir parce que si vous faites la même chose dans le cas fini, quand L est ici, vous avez une carte avec du 2L plus 1 gone, et donc quand L tend vers l'infini, ça tend vers cette carte. Et là, ben pareil, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez deux cartes, une carte M infini ici et une carte M finie là. Eh bien, ce que vous voulez dire, c'est que conditionnellement à cet événement, la carte M infini est distribuée selon la mesure P infini, et la carte finie est distribuée selon Boltzmann fini. Voilà. Puis une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à itérer, comme la semaine dernière. D'accord? OK. Alors, quand on fait un cours et qu'on fait une preuve, généralement les élèves ne comprennent pas la première preuve. Donc on rebelote la même chose avec une petite variante. Ben, c'est ce que je vais faire. On va faire une variante de ce théorème, juste pour voir que la méthode est robuste. Des questions? Non? OK. Deuxième théorème. Donc là, on a vu la convergence des quadrangulations Boltzmann avec un périmètre 2L quand L tend vers l'infini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, et on a à la limite un truc du demi-plan. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cartes Boltzmann avec un périmètre L égale 1, ou un truc fini, et je vais faire tendre le nombre de sommets à l'intérieur vers l'infini. Donc, si vous préférez ça, c'était une incarnation du fait que quand j'ai un périmètre de plus en plus grand, à la limite, j'ai un périmètre infini.
Là, ce que je vais faire, c'est je vais fixer mon périmètre, mais ma carte, elle va être de plus en plus grande. Donc à la fin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une carte infinie. Et là, ce sera une carte du plan. La topologie sera celle... En fait, si vous voulez, là, je suis en train de vous dire que des disques convergent vers le demi-plan, et là, je suis en train de vous dire que des petites sphères, quand le rayon devient de plus en plus grand, convergent vers un plan. Alors, trêve de dessin et un petit peu de notation. Je vais noter PLN, c'est la mesure uniforme, la proba uniforme, sur QLN. Je vous ai encore rappelé la notation. Donc c'est une quadrangulation de périmètre 2L avec n faces internes, choisies uniformément au hasard. Eh bien, j'ai la convergence en loi. L est fixée. N tend vers l'infini. J'ai une convergence en loi vers une mesure de proba que je note PL infini, qui, elle, est supportée par les quadrangulations infinies du plan. Je vous rappelle, quadrangulation infinie du plan, c'est juste quadrangulation avec un bout et pas de face de degré infini, avec face externe de périmètre 2L. À quoi ça ressemble ces objets-là? Bien, vous avez une face externe de périmètre 2L, un truc... Voilà, ça c'est votre face externe. Toujours avec mes conventions, elle est en jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zut. Voilà. Ça c'est ma face externe. J'ai mon arête racine, peut-être là. Ça c'est mon arête racine. Et là, à l'intérieur, je n'ai que des quadrangles. Etc., etc., etc. Et ça me couvre tout le plan. D'accord? Donc j'ai qu'une seule face, la face qui est à droite de l'arête racine, qui est de degré arbitraire, enfin pas arbitraire ici, fixé 2L. Toutes les autres faces sont des quadrangles et ça couvre le plan. D'accord? Bien, allons-y. Comment ferait-on pour prouver un tel théorème? Alors peut-être un petit peu d'histoire. Le premier théorème dans cette veine-là qui a été prouvé, c'est par Angel et Schramm. Mais la technique de preuve que je vais faire là, ce n'est pas celle d'Angel et Schramm, c'est une variante. Alors si on réfléchit, pour ce théorème-là, le cœur de la preuve, c'était que, grosso modo, les transitions dans le peeling étaient convergentes. Elles convergeaient vers certaines transitions limites. Puis on va faire pareil ici. Donc petit 1, convergence des transitions. Donc imaginez que vous êtes sous PL, N avec N super grand. Donc vous avez ici N face interne et ici vous avez un périmètre 2L. Regardons ce qui se passe si je fais un pas d'exploration avec le processus de peeling. Donc hop. Je devrais garder Je devrais garder ma craie bleue toujours sur moi. Voilà, ça c'est le trou que je ne connais pas. Et ça, c'est la face externe. Quelles sont les possibilités? Eh bien, soit je découvre une face nouvelle à l'intérieur. Dans ce cas, combien j'ai de faces ici? J'en ai n-1, et le périmètre devient 2L plus 2. Très bien. Deuxième cas de figure,
j'ai un événement de type GK1, K2, ça veut dire que ma carte est séparée en deux trous. Donc ici de périmètre 2K1, 2K2, avec N1 face interne ici et N2 face interne là. Et je dois avoir les relations de compatibilité évidentes. N1 plus N2 doit être égal à N et K1 plus K2 plus 1 doit être égal à L. D'accord? Ça, c'est déterministe. Maintenant, calculons les probas de ces transitions. Calculons les probas de ces transitions. Alors, c'est une toute petite variante de ce qu'on a fait la semaine dernière. Si vous voulez avoir cet événement-là, eh bien, il n'y a pas à faire. Il faut que la carte M que vous avez ici soit obtenue à partir de cette carte M-là, en collant à l'intérieur dans le bleu une carte de périmètre 2L plus 1 Qn. D'accord? Donc cet événement que je vais appeler C, proba de C, c'est, il n'y a pas à faire, c'est le nombre de coins d'angulation de périmètre L 2L plus 2 avec N-1 sommet, N-1 face interne, divisé par ça. Maintenant, on va noter cet événement G, K1, K2, N1, N2. Et donc la proba de G, K1, K2 avec N1, N2, pareil. Si vous voulez voir cet événement-là, il faut que la carte que vous ayez ici soit obtenue à partir de cette carte-là en collant à l'intérieur ce qu'il faut. Ici, une carte de périmètre 2K1 avec N1 face interne, ici 2K2 avec N2 face interne. Donc, ça, c'est égal à ça. D'accord? Maintenant, faisons comme on le voulait les asymptotiques quand n devient grand. Là, il faut penser à n grand. Donc, quand n devient grand, vers quoi ça tend, ça? Je l'ai effacé, mais vous savez que ça grossit grosso modo comme C de L fois ρ puissance moins n. Donc ça converge vers grosso modo 1/12 fois le rapport 1/12 fois 8, c'est-à-dire 2/3, fois le rapport des fonctions h. Il y a encore un 12e parce qu'ici, il y a n-1. Et donc, comme ça grossit comme 12 à la puissance n, ici, il y en a un de moins que là. Et ça, alors ça, pour faire l'asymptotique de ça, c'est pas super évident parce qu'il se peut que n1 et n2 soient grands. D'accord? Mais regardons déjà le cas simple où l'un des deux est petit. Parce que quand n est grand, je peux par exemple séparer n en n sur 2 et n sur 2, mais je peux aussi séparer n en 10 et n-10. On va déjà regarder ce cas-là. Donc si je fixe n1 est fixé, je vais le faire là. Si n1 est fixé, vers quoi ça converge, ça? Eh bien, pareil, c'est explicite. Là, ce n2, c'est donc n-n1. Et donc, vous allez tomber sur 12 puissance moins n1. Qu'est-ce que je suis en train de dire comme bêtise? Oui, c'est ça. Fois h de k2 divisé par h de L et fois 8 puissance
moins K1 moins 1, c'est ça, fois ça. Le 12 puissance moins n, je vais le mettre là. K1, 12 puissance moins n1. Bon, d'accord. Je vais faire maintenant une petite remarque. Donc ça, ce sont juste des jeux d'écriture avec les asymptotiques qu'on connaissait. Maintenant, je vais... je redis encore une fois, c'est quoi cette proba-là? C'est la proba de voir un événement de ce type-là quand N1 est fixé, fini. N1 était fixé, fini. Si je somme sur tous les N1 maintenant, les probas de ces événements G, K1, K2, N1, N2, qu'est-ce que je suis en train de regarder? En fait, je suis en train de regarder la proba de voir un événement de ce type-là, où j'ai 2K1 ici, 2K2 là, et où ça, c'est une carte finie, tandis que celle-ci est macroscopique. Quand je veux dire macroscopique, ça veut dire environ n. D'accord? Si je somme sur tous les n1, c'est cet événement-là que je suis en train de calculer. Si je somme sur tous les n1, parce que là, n1 est fixe. Maintenant, si je somme sur tous les n1, j'ai ça. Donc, j'ai juste à sommer ce truc-là. Et bien, regardez ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de sommer sur les Qn1 fois 12 puissance moins n1. Ça, c'est exactement la fonction de partition. Donc, je me retrouve avec 8 puissance moins K1 moins 1 fois W de K1 fois H de K2 divisé par H de L. Et la semaine dernière, je vous avais donné un petit miracle. Je vous l'avais vendu comme un miracle. Ce n'en est pas un, c'est plus profond que ça. Mais le miracle, c'était que cette fonction h, vous vous souvenez? Fonction h, elle était harmonique pour la marche d'incrément nu. Vous vous souvenez ou pas? Non. Alors, je vous réécris le miracle d'une autre façon. Le miracle, c'est que somme de ça, donc je vais l'écrire, 2 tiers de h de L plus 1 sur h de L, plus la somme sur les K1 de ça, 2 fois, c'est égal à 1. Ouh là là! Pourquoi? Pourquoi vous pouvez le voir comme un miracle? Tout est explicite. Hein, là, toutes mes formules sont complètement explicites. Hein. Le W, je vous rappelle, c'était un truc juste rationnel, tout bête. Enfin, il y avait quelques factoriels, mais c'était très simple. Vous pouvez tout calculer explicitement. Et donc, le miracle, c'est que pour tout L, ça fait 1. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce que ça exprime, ces choses-là? Ça exprime, c'est la probabilité de voir, quand je fais le peeling avec n très très grand, c'est la probabilité de voir un événement de type C. Et ça, c'est la probabilité de voir un événement de type de ce type-là, ici une carte finie et ici une carte infinie, c'est-à-dire qui a une proportion à peu près n de la masse. Ça, c'est pour la première somme. Et la deuxième somme, c'est l'événement symétrique. Cette carte-là est infinie et cette carte-là est finie. C'est pour ça que j'ai mis un 2, parce qu'il y a toujours le symétrique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que j'ai pris des limites de ces probas de transition. Je me suis restreint à un certain cas. Je me suis restreint au cas où l'un des deux bouts ici
était très petit et l'autre macroscopique. Je n'ai pas regardé le cas quand N1 et N2 sont tous les deux grands. Je prends des limites et je vous dis que les limites de ces probas, ça continue à faire 1. Qu'est-ce que je peux en déduire? J'ai un énorme truc dont la somme fait 1, je me restreins sur un petit truc, le petit truc je l'ai fait converger, et la somme des petits trucs fait 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que j'ai négligé est négligeable. Donc de tout ça, j'en déduis, je ne le prouve pas a priori, c'est une déduction de ce calcul, on en déduit. C'est un petit exercice, hein, en gros c'est fatou. On en déduit que quand n est grand, la proba sous PNL, L est fixe, la proba d'avoir un événement de peeling ici qui me sépare en deux cartes grandes, N1 plus grand que A, N2 plus grand que A, eh bien ça tend vers 0 uniformément en N uniformément en N quand A tend vers l'infini. C'est-à-dire que la probabilité de séparer, quand je fais un pas de peeling, séparer en deux bouts bleus qui sont tous les deux gros, ça n'arrive pas. D'accord? C'est une déduction de ce miracle. Bien. Et une fois que vous avez ça, et si vous comprenez tous les signes kabbalistiques au-dessus, vous pouvez en déduire quelque chose. Bon, pareil, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais le maximum que je peux faire est au-dessus. On en déduit la chose suivante. Donc, déduction. Si je me mets sous PL N et que je fais un algorithme de peeling avec un algorithme A, si je regarde EI, EI va avoir une certaine forme, il va y avoir certains trous. Eh bien, ce que j'en déduis, c'est que quand n est très grand, un de ces trous, et un seul, va contenir une proportion macroscopique de la carte. Donc, un de ces trous, un des trous, et un seul, comporte environ n sommets. N faces, pardon. Pourquoi? C'est ce que je viens de vous dire à la première étape. À la première étape, c'est vrai. Quand je coupe un trou en deux, il y en a un qui est de taille petite et l'autre qui est de taille gigantesque. Je fais propager le truc. Donc ce trou, je vais l'appeler le trou distingué. Et j'aurai besoin d'une couleur supplémentaire. Non, il n'y a pas. Eh bien, je vais utiliser du rouge. Ah, c'est peut-être pas bien le rouge. OK. Il y a un seul trou distingué, et ce trou distingué, je vais le noter en bleu, mais dashed. Comme ça. D'accord? Qui contient à peu près n faces. Donc le n, je vais noter à peu près infini. Je vais le noter infini. Donc si je fais, ce que je suis en train de vous résumer, c'est que si je fais un processus d'exploration sous PNL, il y a un trou qui est distingué par rapport aux autres parce qu'il contient une fraction macroscopique de la carte. Et donc, ce que je vais noter EI étoile, c'est la donnée de mon exploration et du trou distingué. Donc ça, c'est EN étoile, c'est la donnée de EN plus
le trou distingué qui contient l'infini, qui contient la majeure partie de la carte. D'accord? Je peux vous définir ça. Eh bien, ce qui devrait être clair, et je vais m'appesantir après la pause là-dessus, c'est que si je regarde cette exploration avec trou distingué et que je me mets sous PNL, eh bien ça converge à L fixe quand n tend vers plus l'infini vers une exploration que je vais décrire, que je note EI, qui elle est une brave chaîne de Markov. Brave chaîne de Markov, et dont je vous laisse imaginer les probas de transition pendant la pause de 5 minutes qui va suivre.